Situé au cœur du Gers, en région Gasconne, le Pays d'Auch, c'est avant tout la terre natale du français le plus connu au monde. Nous sommes au pied de la statue de Charles de Batz de Castelmore. Autre star incontournable de la région, ici c'est avec patience et amour que l'on fabrique l'un des meilleurs foie gras. Elles mangent quand elles veulent et elles boivent quand elles veulent. Jusqu'au 7e mois, elles vont vivre comme ça. Pays d'art et d'histoire, vous y découvrirez des trésors incroyables. Les tableaux de plumes du XVIe siècle, on en connaît 17, et le seul qui soit daté, c'est celui-ci. Donc voilà, ce qui en fait vraiment la rareté absolue. Si en Gascogne, on est attaché à son patrimoine, Là, un petit point de vue qui est bien sympathique avec les techniques de construction traditionnelles, les maisons en colombage. on aime aussi innover en se jouant des traditions. Tu sens quand même le foie gras, le chèvre, le concombre, mais également l'acidité de la pomme verte. Le bonheur est dans le pré, la formule n'est pas que le titre d'un film. C'est un véritable art de vivre que l'on cultive ici. Alors laissez-vous guider, direction le Pays d'Auch, là où la générosité de ses habitants n'a d'égal que la beauté de ses paysages. Débutons notre immersion en Pays gascon par un petit tour à Auch, sa capitale. C'est Marlène, une jeune occitane passionnée par sa ville qui sera notre guide. C'est tout naturellement qu'elle nous a donné rendez-vous au pied de l'escalier monumental, un élément incontournable du patrimoine de la vieille ville, qui a droit en ce moment à quelques petits travaux de rafraîchissement. Voilà, on est sur l'escalier monumental qui a été réalisé entre 1860 et 1863 par le préfet Féart pour faire un lien entre la ville haute et la ville basse. Parce qu'ici, avant cet escalier, il y avait simplement des petites rues du Moyen-Âge très étroites. Ces petites ruelles, les pousterles comme on les appelle ici, constituent l'une des curiosités de la ville. Sorte de sentiers étroits pourvus de marches, ils étaient absolument indispensables pour gagner la rivière, le Gers, et permettre ainsi le ravitaillement en eau de la ville. Leur caractère exigu constituait également une barrière contre les éventuelles attaques ennemies. Mais retournons sur notre escalier. Achevé en 1863, il relie la ville historique à la ville nouvelle sur 35 mètres de dénivellation. Cet escalier est de style néoclassique, donc il est vraiment monumental. Il est composé aussi de grandes terrasses et décoré avec de belles balustrades, des fontaines sculptées et également d'œuvres contemporaines. Telle que cette statue en bronze à l'effigie du plus célèbre des Gascons, d'Artagnan. Ou encore cette étonnante sculpture contemporaine de l'artiste catalan Jaume Plensa. On peut reconnaître des mots connus, comme par exemple le nom de Noé. Le mot diluvium, donc le déluge. Et donc on comprend bien le lien avec les inondations qui avaient ravagé la ville basse en 1977 et cette œuvre qui parle du déluge. Mais rassurez-vous, depuis 1977, ce sont les pieds bien au sec que vous pourrez parcourir la ville. Continuons notre visite du centre historique d'Auch. Au détour d'une ruelle se trouve l'une des fiertés de la ville. Une maison dans laquelle Henri IV et Catherine de Médicis auraient séjourné en 1578. Il y a une merveille qui se cache à l'intérieur, donc si vous voulez, venez, je vais vous la montrer. Dans la cour de la maison, une surprise de taille vous attend. Voilà, nous sommes devant un magnifique escalier du XVIIe siècle, réalisé avec une partie en pierre et au-dessus, on a du bois. Un mélange en fait d'escalier à vis et de loggia. L'histoire veut qu'alors il n'était qu'Henri de Navarre, le futur Henri IV, et aurait passé une nuit dans cette demeure en compagnie de Catherine de Médicis et de Marguerite de Valois, qui deviendra quelque temps plus tard la reine Margot. Une visite quasi royale qui fait encore aujourd'hui la fierté des habitants de la ville. Et des raisons d'être fiers, les habitants du Pays d'Auch n'en manquent pas. C'est avec Maxime, un personnage haut en couleur, que nous poursuivons notre découverte du pays gascon. Vous l'aurez compris, Maxime est un fan de D'Artagnan. Ici, D'Artagnan, c'est la star. Natif de la région, la renommée du Gersois a largement dépassé les frontières du pays grâce au roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, qui le rendit célèbre dans le monde entier.
nous sommes au pied de la statue de Charles de Batz de Castelmore, plus connu sous le nom de D'Artagnan. C'est un Gersois. Alors, il n'est pas né ici à Auch, il est né à Lupiac, dans un petit village de 300 habitants. Un pour tous et tous pour un, en route pour Lupiac, la ville natale du mousquetaire à quelques kilomètres d'Auch. C'est ici que se déroule tous les ans le festival d'Artagnan chez D'Artagnan, l'occasion pour les habitants du village de rendre hommage à leurs héros. Bonjour mesdames. Salut! Bonjour Maxime! Nous sommes ici à l'atelier couture du festival d'Artagnan. Ici, avec des draps, des vieux draps en coton, en lin, par la magie des doigts de ces dames, ça devient des robes, Des jupes, des pantalons. longs et de des très beaux costumes. des- Alors, tu fais quoi, Véronique? En ce moment, du classement de costumes, parce qu'on approche du festival et l'important, c'est de savoir si tout le monde est costumé, tout le monde a sa jupe, son gilet, son pantalon, sa chemise. Dans cet atelier, une trentaine de bénévoles se relaient toute l'année pour préparer les costumes d'époque des 500 figurants du festival. Alors là, nous fabriquons actuellement des petites pochettes parce que ces dames ont toujours quelque chose à mettre dans la poche. Ça sert de sac à main. Voilà, ces petits sacs à main de l'époque. Et même s'il s'agit de couturières non professionnelles, pas question de réaliser des costumes d'amateurs. Voilà, on fait une jupe et j'ai mon professeur devant moi. Parce que moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc j'apprends et je sais faire plein de choses maintenant. Les costumes du festival sont de véritables répliques des tenues du XVIIe siècle. Alors, la première année, c'était des costumes plutôt de paysans, pas très sophistiqués. Mais depuis l'année dernière, il y a une couturière professionnelle spécialiste des vêtements du XVIIe qui vient 2 fois par mois faire des patrons, donner les conseils, faire les dessins, les croquis qui vont après servir à faire voilà, la robe de la fiancée de D'Artagnan qui sera au festival. Puis ici, on coupe pour tous les âges, 2 ans. Et un mot d'ordre règne pour tous les participants, une consigne de taille. Les gens sont interdits ou de grossir ou d'amincir. Voilà. Une fois les costumes soient terminés. Interdit. Autant vous dire qu'ici, on connaît tous les petits bourrelets de chaque figurant. Le jour du festival, chaque habitant revêt son costume pour un voyage de 4 siècles en arrière. Le but du jeu, c'est d'arriver à Lupiac et vous êtes en 1658, jour de froid. Et nous vivons et vous êtes là, point. Donc on a bâti tout un scénario avec des personnages hauts en couleur, des gens plus anonymes qui font de la figuration. Prêt pour un voyage dans le temps ? Le temps d'une journée, tous les villageois de Lupiac rendent hommage à D'Artagnan. Cette année, pour sa 3e édition, ce sont plus de 4000 visiteurs qui ont vécu au rythme d'une foire du XVIIe siècle. Alors si vous vous sentez l'âme d'un mousquetaire, vous connaissez l'adresse. Bougez-vous les oreilles! Retour à Auch, où nous avons rendez-vous avec une nouvelle guide, Pascal, notre chef occitane, férue de cuisine gasconne. Pascal a ouvert un atelier de cuisine à Auch, où elle transmet à ses élèves son amour pour les produits de sa région. Aujourd'hui, elle nous emmène faire le marché, un marché de renom, où l'on trouve toutes les spécialités locales. Sur sa liste de courses, de quoi réaliser une recette originale pour son prochain atelier, des sushis au foie gras. Je vais prendre un concombre et des oignons blancs. Un paquet, allez. Je coupe la couette un peu? Non. Non. 1,90 €. Voilà. Pascal est depuis toujours passionnée par la cuisine de son terroir, qu'elle revisite continuellement. Donc il me faut du chèvre, il me faudrait de la coriandre aussi. Bonjour, je cherche de la coriandre. Alors, j'ai pas de la coriandre classique persil arabe. Moi, j'ai de la coriandre vietnamienne. C'est un succédané un petit peu de coriandre. En fait, c'est une renouée. Ah d'accord. C'est la renouée odorante. Donc, je laisse sentir. Ah oui, oui, si, quand même, c'est marrant. Alors, Ça a vraiment le... Oui, oui, ça a quand même le parfum de la coriandre. Cette dame est intéressante parce qu'à chaque fois, je fais des petites découvertes. Et pour mes cours de cuisine, c'est du bonheur. Et des fois, je peux tourner aussi à travers les découvertes que je fais chez elle. Et donc, je trouve une recette à partir de ces produits.
Ici, on rencontre du beau monde et même des célébrités, comme entre les étals du marché, le pape de la cuisine locale. Je vais vous présenter le roi de la cuisine du Gers, André Daguin, qui est le maître des cuisiniers gersois. Ancien chef étoilé, André Daguin, c'est l'inventeur et le promoteur du magret de canard. J'ai trouvé des girolles. Alors, évidemment, peut-être manger un poulet aux girolles. C'est pas impossible. On pourrait peut-être venir. Pas de poulet aux girolles pour nous aujourd'hui, mais une autre recette nous attend, et pas des moindres. Bon, mais bonne journée. Toi aussi, à bientôt. Allez, à bientôt. Ici, c'est le pays du canard. On le décline à toutes les sauces et parfois de façon assez surprenante, comme avec ses carcasses. C'est délicieux à la cheminée, on les grille et après on les mange du bout des doigts, on les grignote, on les ronge et c'est excellent. Dans le Gers, on se plaît à dire que dans le canard, tout est bon. Pardon. Quelques mètres plus loin sur le marché, Pascal nous amène chez sa productrice de fromage de chèvre préférée. Bonjour Cindy. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Et toi? Tu as un magnifique bouquet. Eh oui. Superbe. Donc déjà je vais te prendre un chèvre cendré. Donc le chèvre cendré en fait il est... Voilà, il est à peu quasi près... sec. Il est plus... Il tend vers le crémeux. Il y a à peu près 6-7 jours. Oui. Voilà, et c'est vrai que la cendre bloque l'affinage, donc c'est plus lent au niveau de l'affinage. D'accord. Voilà. Alors après, voilà, là j'ai vraiment tous les stades d'affinage sur le fromage, enfin, sur le crottin. Donc celui-ci, là, bon, il est emballé, mais c'est de la ficelle. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'ai moulé ce matin, donc il y a encore le surplus de petit lait. Ouais. Et il n'est pas salé. C'est comme un C'est yaourt. comme un yaourt. D'accord. Ça ici, les anciens l'appellent le fromageon. Ça leur rappelle Fromageon, leur voilà, jeunesse. oui. Voilà. Alors ça c'est très bon avec de l'armagnac, une pointe l'armagnac, d'armagnac voilà, et et du c'est ça, sucre. voilà, armagnac Et, et sucre. voilà. Donc voilà, je vais en prendre une aussi. D'accord. Je te remercie Cindy. Merci à toi. Et à bientôt maintenant. À très bientôt et j'ai hâte de goûter. Oui, ben oui. Merci, délicieux. Avec plaisir, je te porterai ça. À bientôt. Au revoir. Vous pouvez être certain que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Laissons Pascal terminer tranquillement ses emplettes et partons nous mettre au vert. Passionné de nature, spécialiste des arbres et des paysages de sa région, Bruno aime faire partager son amour pour la campagne gersoise. Il a rendez-vous avec un ami, Philippe, pour une petite balade. Oui, c'est vrai que là, les parcelles sont beaucoup plus grandes. Ouais, regarde, là on voit juste quoi, sur 30 ou 40 hectares, on voit juste 3 arbres qui sont... Qui sont encore des mémoires... Des mémoires du bocage initial. Ouais. Amoureux inconditionnels de ces paysages, Bruno et Philippe nous décryptent leur campagne. Ici, c'est vrai qu'on a finalement deux ambiances complètement différentes. Une ambiance relativement nue qui a beaucoup évolué, où on voit que la grande culture et l'agrandissement des parcelles a eu lieu. Par contre, si on se déplace, juste il suffit de franchir cette petite haie. Et puis là, on découvre un paysage qui est, disons, plus à l'image de ce qu'était généralement la Gascogne des collines autrefois, c'est-à-dire un paysage de mosaïque. Le paysage gersois a évolué tout au long des siècles et de son exploitation agricole. Autrefois composé uniquement de petites parcelles délimitées entre elles par des bosquets, il tente aujourd'hui à se transformer en espace plus vaste avec l'apparition d'habitations, grignotant au fur et à mesure son caractère rural, un phénomène appelé le mitage. L'habitation, le pavillon, c'est pas une ferme. Et le pavillon, il est venu se poser le long des routes, en général dans des endroits un peu intéressants au niveau du paysage. C'est-à-dire il fallait voir les Pyrénées, les points de vue, etc. Et petit à petit, ça fait soit des zones, des endroits isolés avec 2-3 maisons, soit des poches d'urbanisation un peu plus grandes, mais quand même toujours effilochées, toujours en train de s'étaler. Une urbanisation encore très limitée qui n'entache en rien la quiétude de la campagne gersoise. Même si ces mosaïques sont évidemment le résultat de la main de l'homme, ici c'est la nature qui domine. Et au gré des saisons, la variété des paysages que l'on peut contempler est infinie. Il y a effectivement la nature qui va changer, les arbres vont vivre au rythme des saisons, les saisons elles conditionnent aussi les récoltes, donc tout est tout le temps variant. Serait-ce que par les logiques d'assolement. Il y a des années à colza, des années à blé, des années à tournesol. Ça change tout le temps. Et du coup, la couleur estivale du Gers ou au printemps, c'est pas les mêmes. Des fois, le Gers est jaune, des fois, il est vert. Et des fois, le même champ, il va changer de couleur 3 ou 4 fois dans la même année.
Nos deux compères poursuivent maintenant leur balade et se rendent à quelques kilomètres de là, à Castelnau de Barbarins, un charmant petit village qui au fil du temps a conservé son aspect de bourg médiéval. C'est sûr que tous ces bâtiments, ça transpire de toute une épaisseur historique. Puis ça garde la mémoire de tout ce qui s'est passé. Le village, qui vit le jour au XIIe siècle, enroule ses maisons en arcs concentriques autour de la colline. Il s'est développé autour d'un château seigneurial dont ne subsiste aujourd'hui que le donjon qui sert de clocher à l'église. Le bourg a su garder son cachet médiéval, avec ses pousterles, ses embans et ses nombreuses maisons en pans de bois ou en pierre apparente. Là, un petit point de vue qui est bien sympathique avec les techniques de construction traditionnelles, les maisons en colombage, même celle-là qui est enduite, qui est une maison en corbellement, avec du colombage, du torchis qui a été refait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Un village plein de caractère qui ne manquera pas de vous charmer. Retrouvons Marlène pour découvrir l'un des joyaux de la ville d'Auch, sa cathédrale. Alors la ville d'Auch, c'est son escalier monumental, mais c'est aussi sa cathédrale. Cathédrale gothique, monument emblématique de la ville. Alors je vous propose d'aller le visiter. Située sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie d'Auch est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Construite au XVe siècle sur l'emplacement d'une ancienne église romane, elle est la plus récente des églises de France, mais aussi la plus vaste. Ses dimensions, 100 mètres de long sur 40 mètres de large, sont impressionnantes. Majoritairement de style gothique, l'édifice recèle de trésors, comme son exceptionnelle collection de vitraux. Tous les vitraux du chœur sont de la Renaissance. Ils ont été faits entre 1509 et 1513 par un grand maître verrier qui s'appelait Arnaud de Molles. Ici, c'est vraiment sa production la plus remarquable puisqu'il y a 18 vitraux en tout. Donc parmi ces vitraux, il y en a 3 principaux, on va dire 3 historiés. Le premier, ici, donc vous voyez Adam et Ève, c'est le péché originel. Il y a celui du centre qui représente la crucifixion et le dernier, la résurrection. À quelques pas de là, se cache un autre trésor. Pour nous le faire découvrir, Marlène a rendez-vous avec Jacques, son gardien, qui nous ouvre les portes du chœur. Bonjour. Bonjour Jacques. Bienvenue. Je t'ouvre le cœur. Derrière cette porte se cachent 1500 personnages, sculptés il y a plus de 500 ans. Mais vous voyez, il y a les grands personnages, ils sont séparés par une poutre, un pilastre, où il y a encore 4 personnages dessus. Le baldaquin qui vient s'emmancher sur ces pilastres et qui se termine par des petits anges. Et c'est comme ça qu'on arrive au chiffre de plus de 1500 personnages. Voilà. Composées de 113 stalles, les boiseries du chœur qui représentent des scènes bibliques, de la mythologie ou encore des représentations de la faune et la flore ont été réalisées par des compagnons restés anonymes. La précision de ces sculptures sur bois constitue une véritable prouesse technique. Démonstration avec Jacques. Et je vais te montrer le travail d'un compagnon et la finesse du travail que j'ai vu ce matin. Tu vois la finesse du travail, la patte de l'oiseau. Oh, oui. Un savoir-faire remarquable qui enchante les visiteurs de la cathédrale. Et sur les 1500 personnages, il y a toujours à découvrir. Toujours voilà. des choses à découvrir. Voilà. Merci, à bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Bye. Mais avant de quitter Sainte-Marie d'Auch, un dernier petit détour par les orgues. La cathédrale en possède 2, un orgue de chœur et un orgue de tribune. C'est ce dernier, classé aux monuments historiques, que Marlène nous amène contempler de plus près. Et pour en comprendre le fonctionnement, pourquoi ne pas s'adresser à celui qui les connaît le mieux, son talentueux organiste Jean-Christophe. Bravo, c'est fabuleux. C'est impressionnant tout ce que tu fais avec cet orgue. Les facteurs d'orgue, à travers l'histoire de la musique, ont essayé d'imiter souvent les instruments qu'ils avaient autour d'eux. Voilà. Par exemple, là, c'est un jeu de bourdon qui est assez flûté, tu vois, si je fais.
On a la même chose, un peu plus aigu, le 4 pieds, tu vois. Voilà. Alors on a des jeux beaucoup plus typiques. Par exemple les jeux de trompette, qui comme leur nom l'indique, imitent la trompette. Avec 3000 tuyaux d'étain, une quarantaine de jeux et 4 claviers, cet orgue est considéré comme l'un des plus beaux de France. Connais-tu l'histoire de cet orgue? Dis-moi. C'est un instrument qui a traversé le temps sans encombre jusqu'au XXe siècle. Et puis dans les années 50, il a été décidé de le restaurer. Alors, au lieu de le restaurer, on l'a un petit peu massacré. On a fondu une grande partie de la tuyauterie. On a détruit la mécanique. Voilà. Alors, les anciens racontent qu'ils ont même vu des tuyaux tomber de la tribune. On a jeté les tuyaux. Voilà. Et on a reconstruit un orgue plutôt neuf. Voilà. Cette rénovation, qui le dénature totalement, est à l'origine d'une polémique qui dépasse les frontières de la France. Tous les grands organistes se révoltent et obtiennent finalement gain de cause. L'orgue est alors reconstruit à l'identique de ce qu'il était en 1694. Alors, est-ce que tu veux que je te joue cette fameuse toccata? Ah oui, je veux bien. De Jean-Sébastien Bach. Parfait. Rien que pour toi. Ah. C'est exceptionnel. J'ai beaucoup de chance. À quelques kilomètres de là, à Vic-Fezensac, nous retrouvons Maxime accompagné de ses acolytes Damien et Christian, toujours dans leur tenue de mousquetaires. Aujourd'hui, ils rendent visite à l'un des derniers fabricants de rapières et de bâtons gascons de la région. Bonjour Guy. Comment ils vont les mousquetaires? Ça va? Bonjour. Maxime a commandé chez Guy une rapière, la fameuse épée de D'Artagnan. Pour l'instant, elle est en kit, mais le résultat final ressemblera à ça. Et après, comme d'habitude, donc je t'ai mis dans la devise des mousquetaires. Hein. Un pour tous pour un. Alors Guy est aussi un artiste puisqu'il fabrique des bâtons gascons. Le bâton gascon que j'ai recréé, qui avait complètement disparu, tu vois, en Gascogne. Le bâton gascon, dont l'équivalent au Pays Basque est le maquilas, c'est la spécialité de Guy. Mais il l'a totalement repensé. Le bâton gascon, déjà, tu vois, il était dans du bambou. Là, il s'en servait, ça c'est la racine du bambou. Tu vois, c'est une canne de défense, en fait. Tu vois, il s'ouvrait et tu avais l'arme, parce que l'arme du gascon, c'était vraiment, tu vois, c'était pas plus long que ça. Donc, parce que le bambou, plus ou moins, ça se cassait, ça se fendait, c'était moins résistant dans le temps. Et j'en ai fait, moi, une canne un peu particulière. Au diable le bambou, Guy fabrique ses bâtons avec des branches de néflier qu'il sélectionne lui-même en forêt. Et c'est directement sur l'arbre que pendant 1 an, il décore les futurs bâtons en incisant, en scarifiant l'écorce. Au bout d'un an, donc, je repars en forêt, je coupe les bois, mais c'est monté en canne entre 10 et 15 ans après les avoir coupés en forêt. Pendant 10 à 15 ans, Guy traite chacune de ses branches. Il obtient ainsi un bâton bien droit dont il parvient à contrôler la couleur au fil du temps. Petit à petit, au fil des ans, il y a la couleur qui s'y met. C'est pour ça que chaque bois a sa propre couleur. Tu vois, certains, tu vois, tu as montré un, tu vois, celui-là qui est très vieux, tu vois. Le bois, après, il se patine, les bois. Donc, quand moi je les monte, ils sont comme ça, quoi, les bois. Ils sont D'accord, et là, c'est naturel, la couleur. Ah, tout à fait, oui, oui. De la corne, du métal ou encore de l'ivoire, mais surtout beaucoup de savoir-faire. Et voilà un magnifique bâton gascon. Et le plus important après, c'est l'arme. Donc il n'y a pas de clip, il n'y a rien du tout, c'est que de l'ajustement dans le bois. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit parfaitement stabilisé. Voilà. Et là, pour le remettre, c'est un coup sec, tchac, et c'est tout. Et c'est en bas. Et ça tient tout seul et c'est vraiment caché. C'est le canne de défense, tout simplement. Voilà. Ah ben, les gens marchaient beaucoup à pied. Alors tout à fait, oui. Ils avaient à de l'époque. l'argent liquide sur eux. Au siècle dernier, les voleurs pullulaient dans la campagne gersoise. Il n'était pas question de s'y aventurer sans être armé. Aujourd'hui, rassurez-vous, la région est bien plus calme. Ces bâtons, que Guy fabrique dans son atelier, sont de véritables œuvres d'art. Ici, vous n'en trouverez pas 2 identiques. Chaque bâton est totalement personnalisé au goût du client, avec des matériaux venant parfois des 4 coins du monde. Même les trucs qui viennent de très loin, tu vois, ça vient de Nouvelle-Zélande, ça.
Tu vois, c'est des nacres, des fois, c'est les clients qui m'amènent aussi des matières un peu spéciales. Vous avez craqué pour le bâton gascon? Ne vous inquiétez pas, Guy anticipe la préparation de ses bois et ne vous laissera pas attendre 15 ans pour qu'il soit prêt. Pays de savoir-faire, le pays d'Auch est aussi celui des bons produits. Pascal, notre chef cuisinière, tout juste sorti du marché d'Auch, est en route pour nous faire découvrir le produit phare de la région, le foie gras. On va retrouver Myrène et Pierre-Marie Soubiran qui élèvent des canards et des oies. Donc une des rares fermes qui a encore des oies dans le Gers. Attention, c'est parti. Bienvenue au temple de l'oie et du canard. Pierre? Oui. Ah. Salut Bonjour. Pascal. Oui, tu vas Ça bien? va? Oui. Bon, tu viens chercher tout ça alors? Oui, je viens chercher mes foies pour mes sushis ce soir. Allez, super. Et voilà, tu me les montres? Allez, que je viens vois voir, ce que viens tu voir. m'as mis. Ouais, je t'en ai préparé là. Pascal, une petite astuce pour bien choisir son foie gras frais. Quand on achète son foie gras, ce qu'on regarde, c'est la texture du foie gras. Et s'il est très ferme, ça veut dire qu'il est quand même un peu trop chargé en graisse, alors que là, on peut voir qu'il est souple sous le doigt. Et même avec les 3 doigts, on peut faire des empreintes et qui restent. Cette couleur ambrée aussi, magnifique. Voilà. Ok, tu m'en mettras 2. Allez, ok, on voit ça. Dans la boutique de Pierre-Marie, les produits à base de canard et d'oie sont déclinés à l'infini. Tout est fait maison par sa femme, Myrène. Dans son laboratoire, elle concocte les grands classiques de la gastronomie gasconne et expérimente de nouvelles recettes, telles que cette sauce aux ingrédients tenus secrets. C'est une sauce maison qui doit nous accompagner, tout ce qui est magret, ou viande froide, ou une fondue de magret, hein, des petits cubes de magret cuites dans la graisse, voilà. On n'en saura pas plus. Myrène? Oui. Tu viens me voir, il y a Pascal. Et coucou. Oui, bonjour. Tu vas bien? Ça va. Tous les jours, Myrène prépare de nouveaux plats pendant que les saucissons de canard et les magrets fumés sèchent patiemment. Et parmi les recettes préférées des gastronomes, l'incontournable confit de canard. Il est découpé, mis le côté viande avec du sel que l'on a mis à la main. Et il est salé, là, comme ça, jusqu'à demain matin. Demain matin, il est rincé. Ou si ça a absorbé tout le sel, on le met directement dans la marmite avec la graisse. Mais c'est vraiment la méthode traditionnelle qui était faite comme autrefois. Voilà. Une recette ancestrale qui fait le bonheur des gourmands. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos oies, en route pour l'enclos. Ici, ce sont 800 oies qui, jour après jour, gambadent en plein air et prennent gentiment de l'embonpoint. Elles mangent quand elles veulent et elles boivent quand elles veulent, en permanence. D'accord. Voilà. Jusqu'au 7e mois, elles vont vivre comme ça. Et à partir de 7 mois, c'est là où on va les passer en gavage. Et le gavage va durer pendant 30 jours et 3 fois par jour. Si Pierre-Marie est l'un des rares producteurs de foie gras d'oie dans le Gers, ce n'est pas pour rien. Alors le canard, c'est, on va dire, 2 fois par jour et surtout 12 jours. D'accord. Donc la rentabilité, malheureusement, se fait beaucoup plus sur le canard que sur l'oie. Le foie gras d'oie, qui ne représente plus aujourd'hui que 5% du marché, est plus rare et plus cher. Mais il reste toujours très apprécié des gourmets, à l'instar de Pascal. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Salut les filles. Dans le pays d'Auch, on bichonne les gourmands, mais aussi les curieux. Suivons Marlène qui nous emmène visiter le musée des Jacobins d'Auch, l'un des plus vieux musées de France, qui a pour particularité de renfermer une incroyable variété de collections. Bonjour Fabien. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je te montre les œuvres? Allez. Et pour commencer la visite, Fabien, le conservateur du musée, propose à Marlène d'aller découvrir l'une des plus vieilles œuvres. Donc ça, c'est vraiment une des plus belles pièces du musée, puisque ce sont des peintures qui proviennent de Roquelaure, donc c'est juste à côté donc, de Auch, et elles datent de 20 avant Jésus-Christ. Donc ce sont vraiment les plus anciennes peintures gallo-romaines de Gaule hors narbonnaise. De récentes fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour un important site gallo-romain à Roquelaure, à quelques kilomètres d'Auch. Sur l'une de ces fresques, on peut reconnaître Bacchus, le dieu du vin, ce qui n'étonne pas du tout Fabien. C'est un site qui s'est probablement enrichi grâce au commerce du vin. Et d'avoir finalement une représentation de Bacchus sur cette fresque-là, il y a un lien finalement direct. Donc, c'est ça qui est
et qui est très beau. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, Roquelaure vit aussi du commerce, du vin, de l'Armagnac. Changement d'époque, Fabien veut montrer à notre guide une autre pièce extrêmement rare du musée. Direction le premier étage. Donc voilà cette magnifique pièce, cette pièce exceptionnelle, donc la messe de Saint-Grégoire. C'est un tableau qui est mexicain et qui a été réalisé en 1539. Mais ce qui fait vraiment la spécificité et la rareté de ce tableau, c'est qu'il est entièrement réalisé en plumes. Toutes les couleurs qui sont rendues, là, sont les couleurs authentiques, il n'y a pas de peinture. Ce sont donc les plumes. Que des plumes naturelles. Tout à fait. Donc, et même les plus petits détails donc, du visage du Christ, mais là on est de l'ordre du 10e de millimètre, c'est également réalisé en plumes. Et ça, des tableaux de plumes au monde du XVIe siècle, on en connaît 17, et le seul qui soit daté, c'est celui-ci. Donc voilà, ce qui en fait vraiment la rareté absolue. La messe de Saint-Grégoire a servi à l'évangélisation du Mexique et figure dans tous les manuels scolaires aux États-Unis. Il s'agit du plus ancien tableau chrétien d'Amérique. Si vous êtes passionné par les trésors du Nouveau Monde, sachez que le musée abrite la deuxième collection publique d'art précolombien de France, après le musée du Quai Branly à Paris. L'instigateur de cette collection est un Occitan, Guillaume Pujos, qui à sa mort en 1921 a légué sa collection à la ville. Décidément, le pays d'Auch est plein de surprises. Dans le Gers, la nature occupe une place prédominante. Nous avons rendez-vous à présent avec Bruno, notre passionné de paysage, pour une balade sur les méandres d'un des nombreux affluents de la Garonne, la Baïse. Nous sommes près d'une rivière, la Baïse, qui est une de nos rares rivières gasconnes à pouvoir être navigable sur une partie de son cours et qui a beaucoup servi à amener des marchandises, dont l'Armagnac et le vin, jusqu'à Bordeaux. Là, on la voit de l'extérieur, je vous invite à venir la découvrir de l'intérieur. La Baïse prend sa source dans les Hautes-Pyrénées. Encadrée d'une végétation luxuriante, son tracé sinueux et sauvage offre des points de vue uniques sur la flore et la faune du Gers. C'est avec Jean-Claude, le responsable des canoës de la base nautique de Beaucaire, que Bruno a maintenant rendez-vous. Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Bruno. Ça va? Ça va et toi? Avec la météo, ça va. Le temps de regrouper quelques affaires et voilà nos deux marins d'eau douce prêts pour l'aventure. Et on va embarquer à l'ancienne lavoir municipale. Autrefois navigable, longue de près de 200 km, la Baïse servait également aux tâches ménagères et se transformait bien souvent en lavoir. Les lavandières venaient planter leurs planches au bord de l'eau, ici. Selon le niveau de l'eau, elles se mettaient ou plus haut ou plus bas. Et il y a encore 2 marches sous l'eau. Et il n'y avait que 2 ou 3 jours par an où elles ne pouvaient pas venir rincer leur linge. Aujourd'hui, pour l'avoir 3 jours clairs dans l'année, c'est un changement d'agriculture aussi qui fait qu'on laboure très près de la rivière. Des labours de plus en plus proches des berges, mais aussi la fin d'un entretien par les cantonniers de rivière, qui étaient destinés à la rendre navigable, font qu'aujourd'hui plus rien n'empêche les berges de s'effondrer dans l'eau. Ainsi, la Baïse arbore en permanence un aspect sauvage et cette couleur boueuse. Alors ici, on est à la fois donc au lavoir municipal, mais aussi à l'ancien port de Beaucaire. Alors, qu'est-ce qu'on transportait sur ce port de rivière? Il y avait une vraie activité économique. Qu'est-ce que c'était les marchandises? Tout à fait. Alors sur l'exportation, on transportait du vin, de l'Armagnac et des céréales. Mais on trouve aussi dans les archives des tonnes de plumes et d'uvets. Déjà? Ce qui traduit quand même l'importance du gavage des oies et des canards dans la région. Aujourd'hui, l'économie du Gers tourne toujours autour de la production de l'Armagnac et du foie gras. Mais les gabarres ont cédé leur place à une navigation de loisirs. Moi, je pensais qu'on allait ramer à l'ancienne, mais c'est mieux comme ça. Vous pensiez partir pour une balade calme et reposante sur la Baïse avec Bruno? Eh bien, détrompez-vous, cette dernière peut se révéler agitée. C'est Koh-Lanta en fait. Ah ben tiens, le Gers, bon, il n'y a pas le serpent, mais t'as vu? Pas de crocodile. Les rapides gascons franchis, c'est l'occasion idéale pour se remémorer de vieux souvenirs. Et dans les anecdotes que les plus anciens m'avaient rapportées il y a une quinzaine d'années, à cet endroit-là, les mariniers se livraient un petit trafic
pour avoir l'écluse ouverte du bon côté, il devait offrir à l'éclusier du vin ou de l'armagnac. Ah, eh oui. Donc d'où il le sortait? Des barriques qu'il transportait. Et il siphonnait des barriques vers des petites bonbonnes en verre qu'ils offraient à l'éclusier. Lieu de transport des marchandises et de passage des hommes, l'autoroute du siècle dernier en quelque sorte, la Baïse, a aussi permis dès le Moyen-Âge le développement d'une autre activité économique grâce à sa force hydraulique. On arrive au lieu dit le Moulieron. Donc c'est le lieu des moulins, il y en a un à droite, un à gauche. Dans la base de ces moulins, les pieds bâtis en pierre carrée et ça traduit le XIIIe siècle. Ces moulins ont fleuri le long des berges de la rivière. La Baïse a permis des siècles durant de produire en grande quantité de la farine. Mais par période de sécheresse, les moulins cessaient de tourner. Dans cette région de vignes et de vins, une autre légende circulait alors. Avant la réalimentation de la Baïse ou des rivières du Gers par le canal de la Neste, les rivières étaient à sec l'été. Tu sais qu'il y a une légende qui disait qu'en été, il aurait été plus facile d'alimenter avec du vin qu'avec de l'eau. Oui, c'était pas qu'une légende, je pense. La légende ne dit pas si les accidents étaient fréquents sur la Baïse. Depuis la fin du 19e siècle, grâce à la construction du canal de la Neste, la rivière reste navigable pour des petites embarcations tout au long de l'année. Elle permet encore aujourd'hui de contempler des points de vue remarquables. Voilà le paysage que découvraient les gabarres quand elles arrivaient à Beaucaire. Dans les années 50, la construction de routes et de chemins de fer a concurrencé le transport fluvial et a mis définitivement fin à l'acheminement des marchandises sur la Baïse. En tout cas, un grand merci Jean-Claude, c'était avec grand plaisir et puis à une prochaine. Merci Adichat. beaucoup. Adichat. Adichat, comprenez au revoir en terre gasconne. Aussi célèbre que le cognac charentais, l'armagnac est l'alcool incontournable de la région. Impossible donc de quitter le pays d'Auch sans faire un crochet chez l'un de ses producteurs dont la réputation n'est plus à faire. Bonjour Michel. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Et toi? Ça va très très bien. C'est un Maxime en civil que nous retrouvons pour cette visite chez Michel Bellac. L'armagnac, pour Michel, n'a pas de secret. Alors ça commence bien évidemment par la vigne, Ouais, bien par les sûr, cépages. ouais. Alors là, on est devant une parcelle d'onde de Colombard. L'année plutôt prometteuse, avec des grappes bien développées, avec une végétation, avec certes quelques pluies, mais pas trop. J'espère que d'ici septembre, donc, on pourra tirer le meilleur de cette production de vigne. Le colombard, c'est l'un des 9 cépages dont l'utilisation est autorisée dans le cadre de l'AOC Armagnac, à l'instar du Bacot blanc ou encore du Jurançon blanc. Arrivé à maturité, le raisin est vendangé, mais pas trop tard, généralement à la mi-septembre, pour garder un peu d'acidité. Pour l'armagnac, il n'est pas nécessaire d'avoir un produit, on va dire, à surmaturité. Il faut trouver un juste milieu entre l'acidité totale et le degré. Donc en général, et c'est comme ça que nous faisons, et c'est le secret, on va dire, d'un armagnac réussi. Des secrets, la fabrication d'un bon armagnac en regorge. Direction les chais, avec un peu de chance, Michel acceptera peut-être de nous en révéler un autre. Là, c'est vraiment le chai, le chai de nos aïeux, quoi, qu'on a jamais voulu remettre en question. Celui-ci, on y tient, on n'a jamais perdu un litre de vin. Enfin bref, c'est le chai, quoi. Voilà. C'est dans ce chai, qui date de 1844, que Michel vinifie son raisin en vin blanc, plutôt sec, avant de le distiller. Le vin blanc destiné à l'armagnac ne doit pas contenir de soufre, ne doit pas avoir d'agent de conservation, mais néanmoins, on doit quand même bien le conserver. Alors pour bien le conserver, il faut le maintenir au froid, voilà, du moins après fermentation. Voilà, donc c'est dans ces cuves inox que l'on conserve ce vin blanc qui est vinifié aux alentours du mois d'octobre. Donc, et en général, je distille aux alentours de mon anniversaire, donc vers la fin de novembre. D'accord. Voilà. C'est noté, Michel. Nous n'oublierons pas de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Direction maintenant le chai de vieillissement pour la dernière étape. On va entrer donc dans le Saint des Saints. Voilà, oui, voilà, c'est tout simple, donc pardon.
Ici, ce sont plus de 200 hectolitres d'Armagnac qui, jour après jour, se bonifient en attendant sagement d'être mis en bouteille, directement à la sortie du fût. Là encore, le savoir-faire intervient. Donc tu es devant une pièce d'Armagnac. Une pièce d'Armagnac contient environ 400 litres. 400 et parfois un peu plus. Mais au final, c'est toujours un peu moins. Une partie s'évapore, c'est ce que l'on appelle la part des anges. Alors, ça fait râler parce que quand même tous les ans, nous perdons à peu près 2 pièces. Bon, alors on va dire que ce sont les anges, mais quand même, je pense qu'ils doivent quand même bien se régaler un petit peu plus haut. Des anges qui ont de quoi se désaltérer pendant de nombreuses années. Pour obtenir l'équilibre parfait en tanin, l'Armagnac doit vieillir dans des fûts d'âges différents. Il faut que le nouvel Armagnac passe obligatoirement dans un fût neuf pendant 1 an et demi, ça dépend. Mais pas évidemment toute la vie, parce qu'à ce moment-là, il serait peut-être trop chargé en tanin. Pour ne pas obtenir un Armagnac trop tannique, il est transféré dans d'autres fûts plus vieux, des fûts un peu usés en quelque sorte. Mais je crois que tu me regardes là depuis un petit moment, mais je me demande si tu n'as pas envie de déguster l'Armagnac. Eh bien, on va y aller voilà, alors, donc, que tu m'invites gentiment. Alors on va y aller. On y va. L'Armagnac ici, c'est une histoire de famille. Michel a repris la concession de son père, qui lui-même l'avait reprise de son père. Depuis 1864, le savoir-faire se transmet dans la famille Bellac. The price in France, 19. C'est à présent au tour d'Héloïse, la cadette des filles de Michel, de faire ses armes dans le caveau de dégustation. C'est un Armagnac qui a 15 ans. Voilà, donc, et peut-être qu'Héloïse va nous expliquer... Je vous invite directement à le prendre et à le chauffer. Donc déjà, on a beaucoup d'arômes de pruneau notamment, de vanille. Et ensuite, au niveau de la dégustation, on aura peu d'agressivité du fait de notre travail avec le bois. Et ensuite, beaucoup de longueur en bouche. Voilà. Une longueur en bouche qui comble les hommes, comme les anges, depuis des siècles. Ce sont plus d'1 millier de châteaux qui émaillent la campagne gersoise. Marlène nous attend pour une dernière visite au pied de l'un des plus beaux de la région, le château de Lavardins. Tiens, bonjour. Bonjour Émile. Vous voulez nous voir dans ces vieilles pierres? Oui. Agréable, bien sûr. C'est Émile, dont les grands-parents ont vécu quelques années dans ce château quand il était enfant, qui sera notre guide. Forteresse médiévale ayant appartenu au comte d'Armagnac, le château fut démantelé en 1496 par Charles VIII lors du siège de Lavardins. On doit sa reconstruction à Antoine de Roquelaure, fidèle serviteur d'Henri IV, qui fit renaître le château de ses cendres pour y abriter ses amours avec sa jeune épouse. C'est une construction audacieuse, extrêmement élaborée du XVIIe siècle. À mon avis, l'architecte a voulu donner de l'élégance à ce château lourdeau et massif qui est à la base, le château fort, et c'est ainsi qu'il a obtenu quelque chose de remarquable. Conçu dans le goût raffiné du XVIIe, le château de Lavardins présente des prouesses architecturales uniques, comme ces fameuses tourelles carrées établies sur des trompes d'angle. De l'autre côté, ici, côté sud-ouest, apparaît la deuxième trompe. Ce côté extrêmement élégant donc, de la construction du XVIIe siècle, il faut bien le dire. Qui soutient la seconde Alors, tour. qui supporte l'autre tour en surplomb. Le château retient également l'attention de par son exceptionnel belvédère obtenu grâce à un balcon développé sur 3 façades. Les grandes dames du XVIIe pouvaient utiliser cette promenade pour rejoindre depuis l'extérieur directement la chapelle. Tel un vaisseau amarré à son éperon rocheux, le château de Lavardins a été conçu pour jouir de l'horizon le plus large. Il offre également l'une des plus belles vues sur la campagne gasconne. La visite continue à l'intérieur du château. Émile tient à faire découvrir à Marlène une pièce à l'acoustique surprenante, remplie de souvenirs d'enfance pour notre guide. C'est quand j'étais gamin et que je couchais ici, nous avions un lit avec mon frère, l'un dans ce coin et l'autre dans l'autre coin. Et le soir, avant de nous endormir, eh bien, on pouvait faire communiquer facilement, on pouvait communiquer et en faisant fonctionner cet écho. Ce phénomène d'écho, Émile entreprend de l'expliquer à Marlène, qui semble un peu perdue sur le pourquoi du comment. Concrètement, le son se propage d'un angle à l'autre de la pièce en passant par sa voûte et ne peut donc être entendu en son centre. Marlène, un peu dubitative, a besoin de passer aux travaux pratiques. Est-ce qu'on peut faire l'essai?
Oui, pourquoi pas. Mettez-vous dans ce coin là-bas, tournez-vous vers la muraille et je m'en vais vous parler de l'autre côté. Vous pouvez me parler très discrètement et même presque chuchoter parce que l'écho fonctionne parfaitement. Je suppose que vous m'entendez et vous pouvez me répondre parfaitement. Oui, je vous entends très bien. C'est remarquable. Vous voyez, on a l'impression qu'on parle à quelqu'un qui est devant soi. Le son circule parfaitement d'un côté à l'autre. S'il y a d'autres personnes au centre, elles ne nous entendent pas si on se met... Absolument pas. Les personnes ne n'entendent rien, car le son ne suit directement la voûte et ne passe pas par le centre. Et là, on n'entendra rien du tout de ce qui se dit à l'extrémité. Absolument pas. Bon, on résume, ça fonctionne dans tous les coins, mais au milieu, on n'entend rien. Le château sert également de lieu d'exposition tout au long de l'année. Mais s'il est une curiosité qu'il ne faut absolument pas manquer lors de votre visite du château de la Vardens, c'est son exceptionnel ensemble de pavements. Une richesse de ce château, ce sont les sols du XVIIe siècle. Et je pense que ça a facilité le classement en monument historique. Cet ensemble remarquable de ces sols, tous différents. Composé de briques roses et de pierres de taille, on ne connaît pas d'autres monuments avec une telle diversité de dallage. Allez, Merci beaucoup, Émile. Oui, merci, et au plaisir de vous revoir. Au plaisir, merci. Au revoir. Après cette petite leçon d'histoire, il est temps de repartir à Auch pour une toute autre leçon. Nous retrouvons Pascal, notre chef, tout juste rentré de ses courses. Cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses, la préparation des sushis au foie gras. Alors, voilà, mon petit marché est fait. Le concombre, le foie gras, les pommes et la coriandre. Et le chèvre, je l'ai oublié. Il est là, pardon. Voilà le chèvre. Tous les ingrédients sont prêts, il ne manque plus qu'un élève. Et bonjour Pascal. Et bonjour Eric. C'est avec Eric, un ami cuisinier en herbe, que Pascal se met aujourd'hui au fourneau. C'est parti. Allez, on attaque parce qu'on a un peu de travail. Qui dit sushi, dit riz. L'ingrédient à ne surtout pas négliger. Pour sa recette, Pascal a choisi un riz rond japonais. La cuisson du féculent est elle aussi très importante. N'allez surtout pas le jeter dans l'eau tout juste sorti du sachet. On va le laver à l'eau froide pour enlever l'amidon. De là, on le laisse pendant 1 heure s'égoutter. Pour sa cuisson, le riz doit être couvert. À défaut d'un couvercle, un papier cuisson fera l'affaire. Il doit cuire 15 minutes et pas une de plus. En parallèle, Pascal prépare un assaisonnement à base de mirin, une sorte de saké très doux, avec du vinaigre de riz, du sel et du sucre. Ah, on sent bien le vinaigre. Oui, ça apporte une petite acidité supplémentaire. Ce mélange, porté à ébullition, est ensuite incorporé au riz cuit. Maintenant, on va préparer donc la garniture que l'on met dans les sushis. Pascal débite le foie gras, les pommes, le concombre et le fromage de chèvre en morceaux réguliers. Une fois tous les ingrédients prêts, il reste à attaquer la confection des rouleaux dans des feuilles d'algues, que l'on appelle aussi des feuilles de nori. On va prendre notre feuille de nori. Il y a un sens, tu vois, il y a un sens rugueux et un sens luisant. D'accord. D'accord, donc on va se servir du sens rugueux. Et le petit outil qui est quand même essentiel aussi pour faire les sushis. Pour les rouler, c'est ça? Pour les rouler. On étale le riz sur toute la surface de la feuille, on l'assaisonne avec un peu de wasabi et on dispose les différents aliments. Il ne reste plus qu'à rouler. Vraiment, la difficulté, c'est juste de démarrer ton sushi. Oui. Donc de bien serrer, là, on n'hésite pas. Là, tu le tiens bien, donc tu appuies et ta garniture va venir s'appuyer contre la feuille de nori, là, et ensuite tu roules. Voilà. Tu serres un petit peu pour souder. Et voilà. D'accord? Parfait. À toi de jouer. Allez. Ça paraît simple comme ça. J'ai bien peur que ce soit le moment où il faille... Allez, concentre-toi. Pas de stress. Tu tournes, voilà, en serrant. Pas trop non plus parce que tu vas aplatir ton sushi. C'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est pas grave et c'est très bien pour un premier sushi. Pas d'inquiétude, Eric. Ça demande tout de même un peu de pratique pour réussir parfaitement les sushis au foie gras de Pascal. Dernière étape avant la dégustation, découper le rouleau en parts égales et présenter joliment les sushis. On trinque. À la cuisine. Et à ta venue. Merci. Verdict? Ça te plaît? Oui.
Notre balade en Pays d'Auch touche à sa fin. Il est temps de quitter nos charmants guides et tous leurs complices gasconnais amoureux de leur région. Pays de culture, de gastronomie et de savoir-vivre, cette immersion, nous n'en doutons pas, aura émoustillé tous vos sens. Alors, adi Schatz. Every day